Principe de base pour le véritable voyage dans le temps, deuxième partie. Bonjour encore une fois mes amis, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé aujourd'hui, je vous envoie tous un gros câlin. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ceci est la deuxième partie du sujet des voyages dans le temps, et bien que cette vidéo puisse être suffisamment compréhensible par elle-même, je vous suggère de voir la première partie avant celle-ci, afin de pouvoir comprendre tous les concepts autant que possible. Poursuivons là où je m'étais arrêté. Si aujourd'hui nous avons une pièce sans fenêtre, décorée comme si c'était l'année 1945, avec tous ces objets dans une certaine position, et d'une manière ou d'une autre nous transportons un homme de cette même année dans la pièce, il ne verra aucune différence par rapport à son année, il supposera que c'est toujours 1945. De plus, si le même homme est transporté dans une autre pièce, pleine d'ordinateurs modernes, avec ou sans fenêtre, il supposera également que c'est toujours l'année 1945, à moins que vous ne lui disiez que ce n'est pas le cas, tout en utilisant l'environnement comme preuve qu'il est dans le futur, et seulement alors, l'homme choisira de vous croire ou non, donc c'est toujours à lui de décider quelle sera sa réalité. Il peut choisir de ne pas vous croire même malgré les preuves, car son esprit et ses connaissances, simplement ne sont pas prêts à comprendre une telle information écrasante. Inversement, si vous êtes transporté dans le passé en 1945, et que vous vous retrouvez dans cette même pièce, vous pouvez toujours supposer que c'est l'année 2024, à moins que vous ne soyez informé que vous avez été transporté en 1945, mais comme votre esprit est préparé à comprendre une telle information, et comment c'est possible, vous croyez que vous êtes en 1945. Parce que vous comprenez parfaitement les mécanismes de comment vous êtes arrivé là. Ce que je veux dire, est qu'il n'y a rien dans l'année 1945, ou dans n'importe quelle autre année d'ailleurs, qui fait que c'est ainsi, autre que la croyance personnelle ou collective, que c'est une telle année. Maintenant, en observant plusieurs années du point de vue élargi d'une race interstellaire avec la capacité de voyager dans le temps, je demande, qu'est-ce qui fait, et qu'est-ce qui définit une année particulière? Pourquoi une année est-elle différente d'une autre, d'un point de vue scientifique ultime et non humain? La réponse la plus évidente à cette question est que c'est la forte croyance des personnes vivant dans une année ou une autre, qui manifestent collectivement l'année dans laquelle elles vivent, en utilisant la perception et les accords sociaux, et oui, finalement c'est exactement cela, mais cela n'est pas assez utile pour nous lorsque notre objectif est de voyager dans le temps. Alors, ce qui définit vraiment une année par rapport à une autre en termes physiques tangibles, ce sont les objets, les choses, et les personnes de chaque année, ou de tout autre moment spécifique dans le temps. Ce qui définit un moment précis dans le temps par rapport à un autre, c'est la disposition, l'emplacement exact de chaque objet physique qui s'y trouve, leurs caractéristiques, et la relation qu'ils ont les uns avec les autres. À titre d'exemple simplifié, si vous avez une table avec 10 objets dessus, l'emplacement exact de chaque objet, et la distance les uns des autres, définiront un moment dans le temps, et lorsque vous déplacez les objets sur la table, cela définira un autre emplacement dans le temps, et ainsi de suite, et c'est ce qui se passe également dans un lieu étendu tel que la planète Terre. C'est ce qui s'y trouve et comment ça existe physiquement là-bas qui définira quelle année, et quel moment dans le temps les gens vivent. Certaines personnes pourraient argumenter que l'emplacement exact entre les objets sur la table ne change pas, mais que le temps continue d'avancer même s'ils ne sont pas déplacés. Cela se produit lorsque, et parce que c'est l'observateur avec une montre qui anime le temps en tant que perception dans son esprit, et qui applique cette perception à la table et à tout ce qui s'y trouve et qui ne bouge pas. Ce problème ou phénomène de perception est défait lors des voyages dans le temps, en utilisant des principes de système contenus. Ceux-ci sont définis par les limites physiques et perceptuelles, qui entourent chaque lieu ou emplacement, et qui font en sorte que la personne qui vit cet endroit et son moment dans le temps, ne puisse se concentrer que sur ce qui se passe à l'intérieur de ces limites, et sans aucun contraste ou référence externe pour contredire ce que ses sens lui disent. Des exemples de systèmes contenus pourraient être l'intérieur d'un avion commercial, en vol et à grande vitesse, où les gens peuvent même avoir l'impression de ne pas bouger du tout, car leur boisson est stable et ne se renverse pas partout, et ils peuvent se déplacer confortablement dans le passage entre les sièges, sans ressentir presque aucun mouvement.
Tout cela en voyageant à 900 km/h, à une altitude de 35 000 pieds, et avec une température extérieure de -50°C. Dans un exemple beaucoup plus étendu d'un système fermé et contenu, la Terre et son royaume existentiel matriciel seraient le meilleur exemple. Les gens sont enfermés dans cette perception sur cette planète, et tout ce qui vient de l'extérieur est également filtré et justifié par les autorités comme autre chose, quelque chose qui correspond à leur récit officiel, qu'il soit scientifique, politique, culturel, etc. Ainsi, toute la réalité de la plupart des gens vivant sur Terre est contenue dans un petit paquet appelé planète Terre. Lequel, pour mon exemple de référence de voyage dans le temps, serait la pièce de 1945 sans fenêtre, c'est exactement la même chose. Le plus petit ou le plus simple exemple d'un système contenu pourrait même être l'intérieur d'une voiture en mouvement rapide sur une autoroute, car de nombreuses choses peuvent être liées ici, ou sont similaires à l'exemple de l'avion ci-dessus. Il n'y a pas de date universelle réelle, littéralement, c'est toujours le maintenant. L'univers n'a pas de temps, pas de date et pas de linéarité, tout cela n'est que le résultat d'une conscience qui s'interprète elle-même comme la série d'événements qu'elle manifeste pour elle-même, pendant son expérience existentielle, dans un corps biologique ou sous une forme de corps astral. La seule perception universelle du temps serait celle que la source elle-même aurait, à son propre niveau, et interprétation, mais cela est bien au-delà de notre portée et de notre compréhension, bien que l'on puisse argumenter que la source ne pourrait jamais avoir une perception du temps de quelque manière que ce soit que nous puissions même commencer à comprendre. Parce que le niveau source devrait fonctionner en dehors de toute dualité, de tout espace, et de tout temps, tel que nous les connaissons. Chaque système contenu, par exemple, un royaume tel que celui sur Terre, a sa propre perception du temps. Par exemple sur Terre, les cycles du jour et de la nuit, ainsi que ces cycles annuels, sont la base des unités de temps telles qu'elles sont comprises par les humains de la Terre. Cependant elles ne sont valables que du point de vue de l'intérieur de ce système contenu sur Terre, valables uniquement du point de vue des habitants de cette planète, et nulle part ailleurs. Jusqu'au point où tous les calculs temporels et spatiaux développés par la science terrestre ne sont valables que du point de vue et de la compréhension limitée de sa science et de ses mathématiques. Par conséquent, presque toute, voire toute sa cosmologie, sa compréhension de l'univers, n'est qu'un reflet de la compréhension limitée et du niveau de conscience de ses scientifiques et de ses habitants. La planète entière devient un système aussi contenu que la pièce isolée que nous avons utilisée dans l'exemple de 1945. Mais sachez qu'il y a d'autres humains dans l'espace, et d'autres civilisations non humaines qui sont en dehors de cette boîte fermée appelée Terre, et qui ont développé une compréhension beaucoup plus étendue de l'univers, et une meilleure compréhension mathématique de tout cela, tout en étant suffisamment humbles pour comprendre qu'ils sont également limités par leur propre niveau de conscience. Un système autonome, dans ce cas, un royaume tel que la Terre, a des limites physiques, les limites de la planète, où tout à l'intérieur a une valeur en termes de masse. Ce qui signifie que chaque objet à l'intérieur a une valeur en fonction de ses caractéristiques, comme la taille et la densité des matériaux dont il est composé. La masse de chaque objet existant est donnée et déterminée par la quantité de gravité qu'il reçoit, plus un objet a de masse, plus il reçoit de gravité. Un objet avec une masse est le résultat d'une concentration d'énergie dans un flux de gravité, à l'intérieur d'un milieu, et ce milieu est l'éther, qui agit comme un fluide de vibration existentielle super élevé avec des lois similaires à celles de l'hydrodynamique. Tout cela est expliqué en détail dans la théorie de la manifestation, que mes prédécesseurs ont publiée et partagée, sur les chaînes YouTube, Desperando Enigma et Cosmic Agency, il y a des années, et je publierai ma propre version de la théorie de la manifestation ici même bientôt. La gravité est pure conscience, ce n'est pas une force en soi, c'est un flux d'énergie de très haute fréquence dans l'éther, un courant avec un vecteur, et il a un nombre quasi infini de fréquences différentes de gravité en lui-même. Cela signifie que la gravité a un spectre de fréquences qui peut être mesuré avec des capteurs avancés, similaires aux interféromètres utilisés pour détecter les neutrinos. Comme les différentes fréquences et concentrations de gravité à l'intérieur d'un système fermé peuvent être mesurées, nous pouvons développer une carte détaillée de toute la zone, une carte qui détaille la disposition et la distribution de la gravité de masse à l'intérieur de ce système fermé. Cela s'appelle une carte de fréquence, qui est également appelée une carte des masses à l'intérieur du système fermé.
Cela se fait à l'aide de capteurs avancés qui fournissent les informations aux ordinateurs avancés, qui développeront ensuite une carte détaillée de tous les objets à l'intérieur du système fermé que nous observons, ainsi que toutes les relations entre tous les objets, comment ils interfèrent les uns avec les autres, et de quelle manière. Les valeurs de masse, ainsi que la relation entre tous les objets, sont représentées par des valeurs numériques et mathématiques, qui peuvent même être prédites lorsque des informations manquent, par exemple, lorsqu'une zone plus petite à l'intérieur du système fermé n'a pas été correctement cartographiée. C'est ici que l'ordinateur peut combler les lacunes à l'aide de formules mathématiques, prédisant quelles devraient être les valeurs d'énergie et de masse dans la zone manquante, en se basant sur le comportement du reste du champ, et sur les relations mathématiques de gravité de masse entre tous les objets dans les zones environnantes et bien cartographiées. Je dois arrêter d'écrire ici pour aujourd'hui, le sujet est trop complexe pour le compresser en seulement 2 vidéos jusqu'à présent. Je vais continuer juste ici où je me suis arrêté, dans ma prochaine vidéo. Merci pour votre patience. Je trouve ça drôle l'idée que j'ai d'abord pensé que je pourrais tout donner dans une seule vidéo, mais je préfère en faire plusieurs et vous donner autant d'informations détaillées que possible. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie. Marie Soiroux.